Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des contes du lundi d'Alphonse Daudet. Et nous en étions à la première partie, donc la fantaisie et l'histoire. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Le vieux se retourna, comme si on l'avait mordu. « Je te conseille de parler, toi, propre à rien. Tu en es encore un de ces patriotes. Si ça ne fait pas pitié. 5 enfants, pas le sou. Et ça s'en va s'amuser à tirer des coups de canon sans y être forcé. Et je vous demande un peu, monsieur, je crois qu'il s'adressait à moi, le misérable, à quoi tout ça nous a servi ? Lui, par exemple, il y a gagné de s'être fait casser la figure, de perdre une bonne place qu'il avait. Et maintenant, le voilà logé comme un bohémien dans une baraque à tous les vents, avec ses enfants qui prennent du mal et sa femme qui s'éreinte à lessiver. Style pas une bête. Celui-là aussi. Le basseur eut un éclair de colère. Et au milieu de sa figure blême, je vis sa balafre se crever profonde et blanche. Mais il eut la force de se contenir, et passa sa rage sur la perche, qu'il enfonça dans le sable jusqu'à la tordre. Un mot de trop pouvait lui faire perdre encore cette place, car monsieur Chachignot a de l'autorité dans le pays. Il est du conseil municipal. Le porte-drapeau. Le régiment était en bataille sur un talus de chemin de fer et servait de cible à toute l'armée prussienne massée en face, sous le bois. On se fusillait à 80 mètres. Les officiers criaient « Couchez-vous !» mais personne ne voulait obéir. Et le fier régiment restait debout, groupé autour de son drapeau. Dans ce grand horizon de soleil couchant, de blé en épi, de pâturage, cette masse d'hommes tourmentés, enveloppés d'une fumée confuse, avait l'air d'un troupeau surpris en rase campagne, dans le premier tourbillon d'un orage formidable. Ce qu'il en pleuvait du fer sur ce talus. On n'entendait que le crépitement de la fusillade, le bruit sourd des gamelles roulant dans le fossé et les balles qui vibraient longuement d'un bout à l'autre du champ de bataille, comme les cordes tendues d'un instrument sinistre et retentissant. De temps en temps, le drapeau qui se dressait au-dessus des têtes, agité au vent de la mitraille, sombrait dans la fumée. Alors une voix s'élevait, grave et fière, dominant la fusillade, les râles, les jurons des blessés. « Au drapeau, mes enfants, au drapeau !» Aussitôt, un officier s'élançait, vague comme une ombre dans ce brouillard rouge, et l'héroïque enseigne, redevenue vivante, planait encore au-dessus de la bataille. 22 fois elle tomba. 22 fois, sa hampe encore tiède, échappée à une main mourante, fut saisie, redressée. Et lorsqu'au soleil couché, ce qui restait du régiment, à peine une poignée d'hommes, battit lentement en retraite, le drapeau n'était plus qu'une guenille aux mains du sergent Oronus, le 23e porte-drapeau de la journée. Deuxième chapitre. Ce sergent Oronus avait une vieille bête à 3 brisques, qui savait à peine signer son nom et avait mis 20 ans à gagner ses galons de sous-officier. Toutes les misères de l'enfant trouvé, tout l'abrutissement de la caserne se voyait dans ce front bas et buté, ce dos voûté par le sac, cette allure inconsciente de troupier dans le rang. Avec cela, il était un peu bègue. Mais peut-être porte-drapeau, on n'a pas besoin d'éloquence. Le soir même de la bataille, son colonel lui dit « Tu as le drapeau, mon brave. Eh bien, garde-le. » Et sur sa pauvre capote de campagne, déjà toute passée à la pluie et au feu, la cantinière surfila, tout de suite, un liseré d'or de sous-lieutenant. Ce fut le seul orgueil de cette vie d'humilité. Du coup, la taille du vieux troupier se redressa. Ce pauvre être, habitué à marcher courbé, les yeux à terre, eut désormais une figure fière, le regard toujours levé, pour voir flotter ce lambeau d'étoffe et le maintenir bien droit, bien haut, au-dessus de la mort, de la trahison, de la déroute. Vous n'avez jamais vu d'homme si heureux qu'Ornus, les jours de bataille, lorsqu'il tenait sa hampe à 2 mains,
bien affermi dans son étui de cuir. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Sérieux comme un prêtre, on aurait dit qu'il tenait quelque chose de sacré. Toute sa vie, toute sa force était dans ses doigts crispés autour de ce beau haillon doré, sur lequel se ruaient les balles, et dans ses yeux pleins de défi, qui regardaient les Prussiens bien en face d'un air de dire « Essayez donc de venir me le prendre ». Personne ne l'essaya, pas même la mort. Après Borny, après Gravelotte, les batailles les plus meurtrières, le drapeau s'en allait de partout. Haché, troué, transparent de blessures, mais c'était toujours le vieil ornu qu'il portait. Chapitre 3. Puis septembre arriva. L'armée sous Metz, le blocus et cette longue halte dans la boue où les canons se rouillaient, où les premières troupes du monde, démoralisées par l'inaction, le manque de vivres, de nouvelles, mouraient de fièvre et d'ennui au pied de leurs faisceaux. Ni chef, ni soldat, personne ne croyait plus. Seul Ornus avait encore confiance. Sa loque tricolore lui tenait lieu de tout. Et tant qu'il la sentait là, il lui semblait que rien n'était perdu. Malheureusement, comme on ne se battait plus, le colonel gardait le drapeau chez lui dans un des faubourgs de Metz. Et le brave Ornu était à peu près comme une mère qui a son enfant en nourrice. Il y pensait sans cesse. Alors, quand l'ennui le tenait trop fort, il s'en allait à Metz, tout d'une course. Et rien que de l'avoir vu toujours à la même place, bien tranquille contre le mur, il s'en revenait plein de courage, de patience, rapportant sous sa tente trempée des rêves de bataille, de marche en avant, avec les 3 couleurs, toutes grandes, déployées, flottant là-bas sur les tranchées prussiennes. Un ordre du jour du maréchal Bazaine fit crouler ses illusions. Un matin, Ornus, en s'éveillant, vit tout le camp en rumeur. Les soldats par groupes, très animés, s'excitant, avec des cris de rage, des poings levés, tous du même côté de la ville, comme si leur colère désignait un coupable. On criait « Enlevons-le, qu'on le fusille !» Et les officiers laissaient dire, ils marchaient à l'écart, la tête basse, comme s'ils avaient eu honte devant leurs hommes. C'était honteux en effet. On venait de lire à 150 000 soldats bien armés, encore valides, l'ordre du maréchal qui les livrait à l'ennemi sans combat. « Et les drapeaux ?» demanda Ornus en pâlissant. Les drapeaux étaient livrés avec le reste, avec les fusils, et ce qui restait des équipages, tout. « Tonnerre de Dieu !» bégaya le pauvre homme. « Ils n'auront toujours pas le mien. » Il se mit à courir du côté de la ville. Chapitre 4. Là aussi, il y avait une grande animation. Gardes nationaux, bourgeois, gardes mobiles criaient, s'agitaient. Des députations passaient, frémissantes, se rendant chez le maréchal. Ornus, lui, ne voyait rien, n'entendait rien. Il parlait seul, tout en remontant la rue du Faubourg. « M'enlever mon drapeau ? Allons donc. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on a le droit ? Qu'il donne aux Prussiens ce qui est à lui. Ses carrosses dorées et sa belle vaisselle plate rapportée de Mexico. Mais ça, c'est à moi. C'est mon honneur. Je défends qu'on y touche. » Tous ces bouts de phrases étaient hachés par la course et sa parole bègue. Mais au fond, il avait son idée, le vieux. Une idée bien nette, bien arrêtée. Prendre le drapeau, l'emporter au milieu du régiment et passer sur le ventre des Prussiens avec tous ceux qui voudraient le suivre. Quand il arriva là-bas, on ne le laissa pas même entrer. Le colonel, furieux, lui aussi, ne voulait voir personne. Mais Ornus ne l'entendait pas ainsi. Il jurait, criait, bousculait le planton. « Mon drapeau, je veux mon drapeau !» À la fin, une fenêtre s'ouvrit. « C'est toi, Ornus ?»« Oui, mon colonel, Tous les drapeaux sont à l'arsenal. Tu n'as qu'à y aller, on te donnera un reçu. » « Un reçu, pourquoi faire ? C'est l'ordre du maréchal. » « Mais, colonel,
Foutez-moi la paix. » Et la fenêtre se referma. Le vieil Ornus chancelait comme un homme ivre. Un reçu, répétait-il machinalement. Enfin, il se remit à marcher, ne comprenant plus qu'une chose, c'est que le drapeau était à l'Arsenal et qu'il fallait le revoir à tout prix. Chapitre 5. Les portes de l'Arsenal étaient toutes grandes ouvertes pour laisser passer les fourgons prussiens qui attendaient rangés dans la cour. Ornus, en entrant, eut un frisson. Tous les autres porte-drapeaux étaient là. 50 ou 60 officiers, navrés, silencieux. Et ces voitures sombres sous la pluie, ces hommes groupés derrière, la tête nue. On aurait dit un enterrement. Dans un coin, tous les drapeaux de l'armée de Bazaine s'entassaient, confondus sur le pavé boueux. Rien n'était plus triste que ces lambeaux de soie voyante, ces débris de franges d'or et des hampes ouvragées. Tout cet attirail glorieux jeté par terre, souillé de pluie et de boue. Un officier d'admiration les prenait un à un. Et à l'appel de son régiment, chaque porte-enseigne s'avançait pour chercher un reçu. Raides, impassibles, 2 officiers prussiens surveillaient le chargement. Et vous vous en alliez ainsi, ô sainte loque, glorieuse, déployant vos déchirures, balayant le pavé tristement comme des oiseaux aux ailes cassées. Vous vous en alliez avec la honte des belles choses souillées, et chacune de vous emportait un peu de la France. Le soleil des longues marches restait entre vos plis passés. Dans les marques des balles, vous gardiez le souvenir des morts inconnus, tombés au hasard, sous l'étendard visé. Ornus, c'est à toi, on t'appelle. Va chercher ton reçu. Il s'agissait bien d'un reçu. Le drapeau était là, devant lui. C'était bien le sien, le plus beau, le plus mutilé de tous. Et en le revoyant, il croyait être encore là-haut, sur le talus. Il entendait chanter les balles, les gamelles fracasser, la voix du colonel. « Au drapeau, mes enfants !» Puis ses 22 camarades par terre. Et lui, 23e, se précipitant à son tour pour relever, soutenir le pauvre drapeau, qui chancelait faute de bras. À ce jour-là, il avait juré de le défendre, de le garder jusqu'à la mort. Et maintenant, de penser à cela, tout le sang de son cœur lui sauta à la tête. Ivre, éperdu, il s'élança sur l'officier prussien, lui arracha son enseigne bien-aimée, qu'il saisit à pleine main. Puis il essaya de l'élever encore, bien haut, bien droit, en criant « Au drap !» Mais sa voix s'arrêta, au fond de sa gorge. Il sentit la hampe trembler, glisser entre ses mains. Dans cet air las, cet air de mort qui pèse si lourdement sur les villes rendues, les drapeaux ne pouvaient plus flotter. Rien de fier ne pouvait plus vivre. Et le vieil Ornus tomba, foudroyé. La mort de Chauvin. C'est un dimanche d'août, en wagon, dans tout le commencement de ce qu'on appelait alors l'incident hispano-prussien. Que je le rencontrais pour la première fois, je ne l'avais jamais vu, et pourtant je l'ai reconnu tout de suite. Grand, sec, grisonnant, le visage enflammé, le nez en bec de buse, des yeux ronds, toujours en colère. Qui ne se faisait aimable que pour les messieurs décorés du coin. Le front bas, étroit, obstiné. Un de ces fronts où la même pensée, travaillant sans cesse à la même place, a fini par creuser une seule ride très profonde. Quelque chose dans la tournure de Bonasse et de Ratapoil, par-dessus tout. La terrible façon dont il roulait les airs en parlant de la France et du drapeau français. Je me dis, voilà Chauvin. C'était Chauvin, en effet. Et Chauvin, dans son beau, déclamant, gesticulant, souffletant la Prusse avec son journal, entrant à Berlin, la canne haute, ivre, sourd, aveugle, fou furieux. Pas d'atermoiement, pas de conciliation possible. La guerre. Il lui fallait la guerre à tout prix.
Et si nous ne sommes pas prêts, Chauvin ? Monsieur, les Français sont toujours prêts, répondait Chauvin en se redressant. Et sous sa moustache hérissée, les airs se précipitaient à faire trembler les vitres, irritant le sot personnage. Comme je compris toutes les moqueries, toutes les chansons qui vieillissent autour de son nom et lui ont fait une célébrité ridicule. Après cette première rencontre, je m'étais bien juré de le fuir. Mais une fatalité singulière le mit presque constamment sur mon chemin. D'abord au Sénat, le jour où M. de Gramont vint annoncer solennellement à nos pères conscrits que la guerre était déclarée. Au milieu de toutes ces acclamations chevrotantes, un formidable cri de « Vive la France !» partit des tribunes, et j'aperçus là-haut, dans les frises, les grands bras de Chauvin qui s'agitaient. Quelque temps après, je le retrouvai à l'opéra, debout dans la loge de Girardin, demandant le Rhin allemand, et criant au chanteur qu'il ne le savait pas encore. Il faudra donc plus de temps pour l'apprendre que pour le prendre. Bientôt, ce fut comme une obsession. Partout, à l'angle des rues, des boulevards, toujours perché sur un banc, sur une table, cet absurde Chauvin. Il m'apparaissait au milieu des tambours, des drapeaux flottants, des Marseillaises, distribuant des cigares aux soldats qui partaient, acclamant les ambulances, dominant la foule de toute cette tête enflammée, et si bruyant, si ronflant, si envahissant, qu'on aurait dit qu'il y avait 600 000 Chauvins dans Paris. Vraiment, c'était à s'enfermer chez soi, à clore portes et fenêtres pour échapper à cette vision insupportable. Mais le moyen de tenir en place après Wissembourg, Forbach et toute la série de désastres qui nous faisaient de ce triste mois d'août comme un long cauchemar à peine interrompu, cauchemar d'été fiévreux et lourd. Comment ne pas se mêler à cette inquiétude vivante qui courait aux nouvelles et aux affiches, promenant toute la nuit sous les becs de gaz des visages effarés, bouleversés. Ces soirs-là encore, je rencontrais Chauvin. Il allait sur les boulevards, de groupe en groupe, pérorait au milieu de la foule silencieuse, plein d'espoir, de bonnes nouvelles, sur du succès, malgré tout, vous répétant 20 fois de suite que les cuirassiers blancs de Bismarck avaient été écrasés jusqu'au dernier. Chose singulière, déjà, Chauvin ne me semblait plus si ridicule. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait, mais c'est égal, cela me faisait plaisir de l'entendre. Avec tout son aveuglement, sa folie d'orgueil, son ignorance, on sentait dans ce diable d'homme une force vive et tenace, comme une flamme intérieure qui vous réchauffait le cœur. Nous en eûmes bien besoin de cette flamme pendant les longs mois du siège, et ce terrible hiver de pain de chien, de viande de cheval. Tous les Parisiens sont là pour le dire. Sans Chauvin, Paris n'aurait pas tenu 8 jours. Dès le commencement, Trochu disait « Ils entreront quand ils voudront. Ils n'entreront pas », disait Chauvin. Chauvin avait la foi. Trochu ne l'avait pas. Chauvin croyait à tout. Il croyait au plan notarié à Bazaine, aux sorties. Toutes les nuits, il entendait le canon de Chanzy du côté d'Étampes, les tirailleurs de Faidherbe derrière Enghien. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que nous les entendions, nous aussi. Tellement l'âme de ce Jocrisse héroïque avait fini par se répandre en nous. Brave Chauvin. C'est toujours lui qui, le premier, apercevait dans le ciel jaune et bas, rempli de neige, la petite aile blanche des pigeons. Quand Gambetta nous envoyait une de ses éloquentes tarasconnades, c'est Chauvin qui, de sa voix retentissante, la déclamait à la porte des mairies, par les dures nuits de décembre, quand les longues queues grelottantes se morfondaient devant les boucheries. Chauvin prenait bravement la file, et grâce à lui, tous ces affamés trouvaient encore la force de rire, de chanter, de danser, des rondes dans la neige. Le, long, là, laissez-les passer, les Prussiens, dans la Lorraine, entonnait Chauvin. Et les galoches claquaient en mesure, et sous les capelines de laine, les pauvres figures pâlies avaient pour une minute des couleurs de santé. Hélas, tout cela ne servit à rien. Un soir, en passant
devant la rue Drouot, je vis une foule anxieuse se presser en silence autour de la mairie. Et j'entendis dans ce grand Paris sans voiture, sans lumière, la voix de Chauvin qui se gonflait solennellement. Nous occupons les hauteurs de Montretout. 8 jours après, c'était la fin. À partir de ce moment, Chauvin ne m'apparut plus qu'à de longs intervalles. 2 ou 3 fois, je l'aperçus sur le boulevard, gesticulant, parlant de la revanche. Encore un air à faire vibrer. Mais personne ne l'écoutait plus. Paris gandin languissait de retourner à ses plaisirs. Paris ouvrier à ses colères. Et le pauvre Chauvin avait beau faire ses grands bras. Les groupes, au lieu de se serrer, se dispersaient à son approche. Gêneurs, disaient les uns. Mouchards, disaient les autres. Puis, les jours d'émeute arrivèrent. Le drapeau rouge, la Commune, Paris au pouvoir des nègres, Chauvin, devenu suspect, ne put plus sortir de chez lui. Pourtant, le fameux jour du déboulonnage, il devait être là, dans un coin de la place Vendôme. On le devinait au milieu de la foule. Les voyous l'insultaient sans le voir. « Ohé, Chauvin !» criait-il. Et lorsque la colonne tomba, des officiers prussiens, qui buvaient du champagne à une fenêtre de l'état-major, levèrent leurs verres en ricanant. « Ah, Mossier Chauffin !» Jusqu'au 23 mai, Chauvin ne donna plus signe de vie. Blotti au fond d'une cave, le malheureux se désespérait d'entendre les obus français siffler sur les toits de Paris. Un jour, enfin, entre 2 canonnades, il se hasarda à mettre le pied dehors. La rue était déserte et comme agrandie. D'un côté, la barricade se dressait menaçante avec ses canons et son drapeau rouge. À l'autre bout, 2 petits chasseurs de Vincennes s'avançaient en rasant le mur, courbés, le fusil en avant. Les troupes de Versailles venaient d'entrer dans Paris. Le cœur de Chauvin bondit. « Vive la France !» cria-t-il en s'élançant au-devant des soldats. Sa voix mourut dans une double fusillade. Par un sinistre malentendu, l'infortuné s'était trouvé pris entre ces 2 haines qui le tuèrent en se visant. On le vit rouler au milieu de la chaussée dépavée, et il resta là pendant 2 jours, les bras étendus, la face inerte. Ainsi mourut Chauvin, victime de nos guerres civiles. C'était le dernier Français. Alsace. J'ai fait il y a quelques années un voyage en Alsace, qui est un de mes meilleurs souvenirs. Non pas cet insipide voyage en chemin de fer dont on ne garde rien que des visions de pays découpés par des rails et des fils télégraphiques, mais un voyage à pied. Le sac à dos, avec un bâton bien solide et un compagnon pas trop causeur. La belle façon de voyager. Et comme tout ce qu'on a vu ainsi vous reste bien. Maintenant, surtout que l'Alsace est murée, il me revient de ce pays perdu toutes mes impressions d'autrefois avec cette saveur d'imprévu, des longues courses dans une campagne admirable, où les bois se lèvent comme des rideaux verts sur des villages paisibles, inondés de soleil, où l'on voit à un tournant de montagne les clochers, les usines traversées de ruisseaux, les scieries, les moulins, la note éclatante d'un costume inconnu, sortir tout à coup des fraîcheurs vertes de la plaine. Tous les matins, au petit jour, nous étions sur pied. « Mossier, c'est 4 heures !» nous criait le garçon d'auberge. Vite, on sautait du lit. Le sac bouclé, on descendait à tâtons le petit escalier de bois, résonnant et fragile. En bas, avant de partir, nous prenions un verre de kirsch, dans ces grandes cuisines d'hôtellerie où le feu s'allume de bonne heure, avec des frissonnements de sarments qui font rêver le brouillard, et de vitres humides. Puis en route. C'était dur au premier moment. À cette heure-là, toutes les fatigues de la ville nous reviennent. Il y a encore du sommeil dans les yeux et dans l'air. Peu à peu, cependant, la rosée froide se dissipe. La brume s'évapore au soleil. On va, on marche. Quand la chaleur devenait trop lourde, nous nous arrêtions pour déjeuner près d'une source, d'un ruisseau, et l'on s'endormait dans les herbes au bruit de l'eau courante,
pour être éveillé par l'élan d'un gros bourdon qui vous frôlait en vibrant comme une balle. La chaleur tombée, on se remettait en route. Bientôt le soleil baissait. Et à mesure, le chemin semblait se raccourcir. On cherchait un but, un asile, et l'on se couchait, harassé. Soit dans un lit d'auberge, soit dans une grange ouverte. Ou bien au pied d'une meule, à la belle étoile. Parmi des murmures d'oiseaux, des fourmillements d'insectes sous les feuilles, des bonds légers, des vols silencieux, tous ces bruits de la nuit qui, dans la grande fatigue, semblent des commencements de rêve. Comment s'appelaient-ils tous ces jolis villages alsaciens que nous rencontrions espacés au bord des routes? Je ne me rappelle plus aucun nom maintenant. Mais ils se ressemblent tous si bien, surtout dans le Haut-Rhin, qu'après en avoir tant traversé à différentes heures, il me semble que je n'en ai vu qu'un. La grande rue, les petits vitraux encadrés de plomb, enguirlandés de houblon et de roses, les portes à claire-voie, où les vieux s'appuyaient en fumant leurs grosses pipes, où les femmes se penchaient pour appeler les enfants sur la route. Le matin, quand nous passions, tout cela dormait. À peine entendions-nous remuer la paille des étables ou le souffle haletant des chiens sous les portes. 2 lieues plus loin, le village s'éveillait. Il y avait un bruit de volets ouverts, de seaux heurtés, de ruisseaux emplis. Lourdement, les vaches allaient à l'abreuvoir en chassant les mouches avec leurs longues queues. Plus loin encore, c'était toujours le même village, mais avec le grand silence des après-midi d'été. Rien qu'un bourdonnement d'abeilles qui montait en suivant les branches grimpantes jusqu'au faîte des chalets, et la mélopée, traînante de l'école. Parfois, tout au bout du pays. Un petit coin, non plus de village, mais de province. Une maison blanche à 2 étages avec une plaque d'assurance toute neuve et reluisante. Des panonceaux de notaire ou une sonnette de médecin. En passant, on entendait une valse au piano, un air un peu vieilli, tombant des persiennes vertes sur la route ensoleillée. Plus tard, au crépuscule, les bestiaux rentraient. On revenait des filatures. Beaucoup de bruit, de mouvement. Tout le monde sur les portes, des bandes de petits blondins dans la rue. Et les vitres, allumées par un grand rayon de couchant, venu on ne sait d'où. Ce que je me rappelle encore avec bonheur, c'est le village alsacien. Le dimanche matin, à l'heure des offices. Les rues désertes, les maisons vides avec quelques vieux qui se chauffent au soleil devant leurs portes. L'église pleine, les vitraux colorés par ces jolis tons, mourants et roses, qu'on les cierge au grand jour. Le plein chant, entendu par bouffées au passage, et un enfant de chœur en soutane, écarlate, traversant lestement la place, tête nue, l'encensoir à la main, pour aller chercher du feu chez le boulanger. Quelquefois aussi, nous restions des journées entières sans entrer dans un village. Nous cherchions les taillis, les chemins couverts, ces petits bois grêles qui bordent le Rhin, et où sa belle eau verte vient se perdre dans les coins du marécage tout bourdonnant d'insectes. De loin en loin, à travers le mince réseau des branches, le grand fleuve nous apparaissait chargé de radeaux, de barques toutes pleines d'herbages coupés dans les îles, et qui semblaient elles-mêmes de petites îles éparpillées, emportées par le courant. Puis, c'était le canal du Rhône au Rhin, avec sa longue bordure de peupliers joignant leurs pointes vertes avec cette eau familière, et comme privée, emprisonnée d'étroites rives. Ça et là, sur la berge, une cabane d'éclusiers, des enfants courant pieds nus sur les barres de l'écluse, et, dans le jaillissement d'écume, de grands trains de bois qui s'avançaient lentement, en tenant toute la largeur du canal. Après, quand nous avions assez de zigzags et de flâneries, nous reprenions la grande route droite et blanche, plantée de noyers aux ombres fraîches et qui monte vers Bâle. La chaîne des Vosges à sa droite,
le Schwarzwald de l'autre côté. Par les lourds soleils de juillet, les bonnes haltes que j'ai faites au bord de ce chemin de balle, couché de tout mon long dans l'herbe sèche des fossés, avec les perdrix qui s'appelaient d'un champ à l'autre, et la grande route qui faisait son train mélancolique au-dessus de nos têtes. C'était un juron de roulier, de grelots, un bruit d'essieux, le pic d'un casseur de pierre, le galop pressé d'un gendarme effarant, un grand troupeau d'oies en marche, des colporteurs harassés sous leurs balles, et le facteur en blouse bleue, passementé de rouge, quittant tout à coup le grand chemin pour s'enfiler dans une petite traverse, bordée de haies sauvages, où l'on sentait un hameau, une ferme, une vie isolée, tout au bout. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.